Franck, évidemment, vient d'Évry, travaille à Évry, participe à de nombreux colloques ici, dans le département musical du spectacle, où il enseigne également. Il m'a dit aussi que si je voulais faire chic, je pouvais dire que parfois tu enseignais à Polytechnique. Mais tu sais très bien que de toute façon, on fait partie de cette grande famille Saclay. Voilà, donc on se retrouve très fréquemment, surtout aux enterrements, mais bon, on se retrouve quand même dans cette très très grande famille. Voilà. Merci de l'invitation et puis merci aux collègues de s'intéresser aux images. Si on a un groupe qui est lié aux images, un colloque précédent sur Björk l'a indiqué. Alors, ce qui va s'appeler la stratégie de l'araignée, ça part d'un constat qui est un peu provocateur. Pour commencer, c'est que on voit très bien dans le livre de Melissa Schemann la dimension esthétique et visuelle qu'il y a dans les concerts. Ça vaudrait le coup de faire une conférence que sur ce sujet-là, c'est-à-dire elle décrit très bien la métamorphose d'un groupe qui était plutôt un groupe de DJ assez peu intéressant visuellement et qui, par le travail de Robert Del Nadja, on va le prononcer comme ça, ajoute une dimension politique. Alors, sur la dimension politique, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est que on pourrait penser ou on pourrait traiter la question sous forme des difficultés liées à Bristol, qui sont très bien décrites au tout début aussi, sur le fait que, justement, cette musique soit extraordinairement cinématographique, et Louis, juste avant, l'a montré. C'est un terme qui est associé très souvent à l'ensemble. On pourrait parler aussi des engagements qui se retrouvent sur scène, et même un livre de peinture de Robert, parce que c'est ça qui va m'intéresser plutôt, c'est le début de son parcours, de voir comment cet engagement politique, il se traite pas de cette façon-là. On pourrait aussi parler de Banksy, évidemment, sur la façon de montrer des images qui soient lisibles. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette stratégie, c'est comment l'image sert un objet politique en faisant signe, et que ce signe devienne un signal. S'il y a quelque chose d'un peu pauvre, entre guillemets, visuellement dans le travail de Banksy, ça peut paraître très curieux parce qu'il est admiré énormément. Et le point de départ un peu provocateur, c'est cette pochette de disque qui m'a semblé, pour un artiste comme Robert, qui vient du graffiti, je vais le montrer, du tag avant, et qui va transformer son travail, c'est ça sur quoi je voudrais m'appuyer, par le pochoir. Je trouvais, au tout début, c'était une provocation, mais un peu pauvre, cette image, parce que finalement, c'était une sorte de logo cartonné. Alors, le do-it-yourself punk fait son office. Même chose avec la suite, on voit que dans le travail visuel qui va être mis en place dans ces pochettes de disques, il s'agit de jouer avec ce qui était juste avant, de jouer avec ce que le public attend, de jouer avec le collectif, jusqu'à cette espèce de chef-d'œuvre. Mais ça m'intéresse justement de montrer, ça sera la deuxième et dernière partie, que ce travail-là se fait en collaboration avec un grand photographe et avec un grand graphiste, avec quelque chose qui justement ne devrait plus ressembler à du do-it-yourself, à du bricolé maison, et qui pourtant, dans l'optique de Robert Del Nadja, justement va jouer de cette tension entre être anonyme, être connu, être seul et être dans le collectif. Il va, je trouve, quand on voit son parcours décrit, continuellement travailler sur cette idée de fabriquer du collectif pour ne travailler jamais seul. Cette dimension-là est politique, c'est-à-dire d'être toujours avec d'autres gens et de ne pas faire ça seul. Mais elle est politique aussi parce qu'elle s'adresse à d'autres gens continuellement. Voilà, on voit que sa peinture, que je vais montrer, se retrouve après cette période de traitement graphique très très élaboré. Si je fais un petit retour en arrière, Melissa Schemann a parlé de Beezer, donc la vie à Bristol et la façon de cohabiter entre ces communautés dans des parties. Et ce que j'ai remarqué quand on regarde ces photos qui documentent de façon très intéressante cette vie, c'est que assez souvent, dans ce mélange qui justement est peut-être plus fort encore en Angleterre, il y a, on le voit derrière le DJ, des écritures. On voit assez souvent, Robert est à droite, on voit assez souvent que l'idée de revendication politique par texte. Alors je vais faire une distinction bientôt entre graffiti, tag
et slogan politique, puisque en France, on a un peu de mal avec ces distinctions-là. Je vais m'y attarder juste un instant. Voilà, c'est la revendication écrite qui fait slogan. Et si on va un peu vite, je pourrais l'étayer, mais pendant le repas, on pourrait parler de street art qu'à partir de 2001 et des réseaux sociaux. C'est pas parce que c'est dans la rue que c'est du street art. J'ai beaucoup accompagné des artistes qui sont venus à Évry poser des pièces, qui étaient invités pour ça. Le street artiste va prendre une photo, la diffuser sur les réseaux sociaux et s'attend à une interaction avec le public. Le tagger s'attend à se faire pourchasser par la police et doit interagir avec d'autres taggers. Il doit les maîtriser et les dépasser. Il n'y a aucun réseau social là-dedans, ou alors on parle de réseau interne. Et en amont encore, ces slogans politiques qui vont se retrouver assez fortement dans l'histoire de Bristol, et c'est ça qui est intéressant pour notre exemple. Il s'agit par des slogans de revendiquer quelque chose qui là s'adresse à tout le monde, mais pas forcément sous forme de réseaux sociaux. Voilà, quand on combat et que je montre assez fréquemment aux étudiants ici, justement ce processus que Nathalie Inich a décrit d'artification, comment quelque chose devient de l'art. Bon il ne s'agit pas seulement d'écrire sur les murs pour que ça devienne du graffiti, et surtout quand les peintures, parce qu'il ne s'agit pas toujours d'écriture, demandent de rejoindre l'armée irlandaise de lutte contre l'occupant. Voilà, c'est pas que décoratif. Et cet élément d'écriture se retrouve un peu partout. Alors, Beezer a documenté ce qu'on voit tout autour derrière, le principe du tag qui va être la signature comme on le voit ici, et le principe d'une fresque un peu plus élaborée comme on le voit là. Et puis ce passage qui fait que je vous remercie de m'inviter, c'est ce passage qui aurait entre art et son. Comment est-ce qu'on peut se mettre à visualiser de la musique, ou comment l'un va avec l'autre. Alors on pourrait penser que chez Robert Del Naja, c'est la technique du collage en fait qui fait que dans sa façon de composer, j'espère que les musicologues ici vont m'en apprendre encore plus, parce que quelqu'un qui fait de la musique sans savoir jouer doit passer énormément de temps, j'imagine, à écouter, à échantillonner dans son cerveau. Je ne sais pas comment on fait ça, ça doit être prodigieusement difficile. Et c'est pas de ce collage punk, le do-it-yourself, on déchire, on reprend, qui m'intéresse de regarder. Quand je parle d'image au travail, de travail de l'image, c'est comment justement ces échanges, ce passage d'une image propre, sale, anonyme, connue, va pouvoir se faire. Si je prends un petit rappel tout court, dans son livre sur l'artification avec Shapiro, c'est assez simple à faire entendre. En fait, la légende dit que Taki est un tagger. Alors, il écrit juste son nom, c'est ça. Le tag, c'est ta marque, en fait, et c'est bien un enjeu au cœur de Massive Attack. Robert Del Naja ne s'appelle pas encore 3D, et ne participe pas à un collectif. Voilà, c'est cette tension entre être quelqu'un, être personne, être quelqu'un qui va se faire arrêter. Alors, Taki étant livreur, il va mettre son nom, on va pas dire du mal de Taki, mais enfin, le degré d'évolution de l'écriture est assez simple, hein, il y a presque rien. Et c'est ce qui fait que le premier article, c'est là qu'il y a artification, quand l'institution commence à s'intéresser à votre travail, du New York Tribune, on est dans les années 70, va permettre petit à petit un livre de Norman Mailer en 74, qui va montrer d'ailleurs au dos de ce livre, c'est la première fois que quelqu'un d'important écrit sur le... Alors vous voyez, il y a écrit graffiti, et c'est là qu'on voit sur cette image comment c'est de pair à pair que l'apprentissage se fait, c'est-à-dire ce sont des carnets qui permettent de chercher. S'il faut copier les autres, il faut regarder, il faut recouvrir, mais avant de recouvrir, il faut avoir reproduit. Et les carnets sont une pièce à conviction du travail en train de se faire, c'est-à-dire comment l'image va circuler, comment je vais chercher mon slogan ou ma marque à moi. Parce que ce qui est simple à expliquer, c'est que le tag, quand il ressemble à ça, n'est pas reconnu par l'institution. C'est-à-dire une signature rapide, vandale, c'est-à-dire pas du tout faite pour valoriser. On est bien d'accord que quand on a une marque comme celle-là, c'est assez difficile de convaincre le public que c'est de l'art. Alors que quand on a une forme plus élaborée comme celle-là, il faut plus de temps pour la faire. Quand vous travaillez de cette façon-là, il faut fabriquer vos outils pour aller vite, pour pas vous faire arrêter. Il y a quelque chose de l'ordre de la publicité, c'est-à-dire vous concurrencez la publicité. Il y a un enjeu politique à défigurer quelque chose qui est public.
Là, il s'agit pour chacun de mettre son nom. Donc il s'agit à la fois de mettre son nom et en même temps de rester anonyme. C'est cette première tension-là qui m'intéresse et qui fait qu'il y a une espèce de tissage entre les deux, c'est-à-dire entre moi, adolescent, qui me fait remarquer, et en fait l'obligation de rester interdit. En France, il n'y a pas de musée du tag, pas de livre sur le tag, pas d'histoire du tag. On accède au street art et c'est l'institutionnalisation et les réseaux sociaux qui ont fait ça. On peut se retrouver avec des... J'habite aux Pyramides à Évry, des gens qui visitent le quartier alors qu'il n'y aurait vraiment aucune raison qu'ils se pointent à cet endroit-là, dans ces endroits-là, mais il y a un Jeff Aérosol, donc ils viennent le voir. Et ce n'est pas le cas pour le tag. Sauf pour cette espèce de recherche incroyable de Karim Boukercha qui a travaillé dans des magazines qui s'appellent Paris Toncar, le carton, et qui a inventorié, ça s'appelle Descente interdite, les graffitis et tags sur le métro. On n'a que ça en stock. On a juste une étude d'Alain Vulbeau qui est sociologue sur l'adolescence et le tag. Le graffiti n'est pas dans le musée encore. On a le bateau au pied du Louvre qui montre du street art. Le street art va être institutionnellement reconnu, accepté. Le graffiti ne l'est pas et le tag encore moins. Dans les débuts de Robert Del Nadja, les images qu'on peut trouver de lui, c'est qu'il est masqué encore. Et ce que Beezer documente et qui nous intéresse beaucoup dans les années 80, c'est cette façon de peindre des fresques plus élaborées en public pour le quartier, pour revaloriser le quartier. Parce que Beezer traîne, il le dit lui-même, il n'a pas beaucoup fait d'études, et puis c'est plutôt un stage de photo qui l'a fait s'intéresser à ça. Et les premières œuvres de 3D qui va être connues parce qu'il va introduire le graffiti à Bristol, c'est intéressant parce qu'elles sont pauvres et puis elles copient, vous voyez, c'est le nom du collectif. On est au début des années 80, il a 17 ans. On le voit dans le fond derrière cette fresque. Et c'est une copie du film et du graffiti de Zéphyr, dont on voit que la virtuosité est plus grande. C'est comme ça qu'on apprend, c'est par copie et par reproduction. Et c'est comme ça qu'il va se faire reconnaître. Mais aussi par un intérêt pour Jean-Michel Basquiat, dont le livre dit qu'une exposition en 86 va beaucoup le marquer au Japon. Ce qui m'intéresse de montrer dans Basquiat, et qu'on oublie souvent, c'est qu'à la fois, quelquefois, c'est volontairement pauvre visuellement. C'est-à-dire que c'est extraordinairement bien peint. Et c'est une tension, elle aussi, entre l'image connue et l'image défigurée. C'est-à-dire la Joconde a pris un coup sur la tête, elle est devenue un billet, elle est peinte, elle est transformée. À la fois quelque chose qui est très très intéressant, l'écriture qui est très très présente. Alors on a tendance à donner du romantisme à la figure de Basquiat. Il va, quand il tague Samo, il va écrire, c'est pas du tout élaboré, entre 77 et 80, c'est plutôt des petites formules de poésie qu'on voit dans le film Downton 81, où il va, alors ça c'est une trouvaille de peintre qui fait qu'il ne sort pas du graffiti et de cette culture hip-hop, contrairement à ce qu'on pourrait en dire. Il vient de cet entre-deux justement, d'avoir beaucoup lu, hospitalisé un livre sur l'anatomie, d'avoir fréquenté et lu beaucoup de livres sur l'art. Il va à trouvaille de peintre avoir l'idée que biffer des mots les rende encore plus lisibles. Ça, c'est quelque chose qu'il a vu dans la rue. C'est-à-dire quand un mot est barré, on le lit encore plus que quand il ne l'est pas. Et on oublie aussi que chez Basquiat, même dans les expositions récentes qui ont de plus en plus de succès partout dans le monde, il y a un discours politique qui est très important, puisque vous voyez que les bras sont pas suffisants pour attraper l'idéal. Il y a pas seulement un jeu avec l'image et sa destruction, pas seulement un jeu avec l'écriture et sa disparition, quelque chose qui aurait l'air de venir du graffiti, qui n'est pas tout à fait le cas. Il y a un jeu aussi avec l'histoire de l'art et avec un message entre la culture savante et la culture populaire. Ça va beaucoup marquer Robert Del Nadja. Ce sont les deux tensions qui sont à l'œuvre entre les deux. Ce qui fait que quand je prends une image d'un des albums, on voit que la main qui est montrée est à la fois une photo de main ressemblante et en même temps déjà un signe, c'est-à-dire presque un logo
presque un signal. Ce qui va me donner une indication sur pourquoi est-ce que cette petite flamme sur ce premier album est finalement plus intéressante et riche que juste un collage. Comment le signe peut devenir un signal qui parlera à tout le monde. Tu surveilles le temps. Nous voici sur les premières pièces qui vont faire connaître, j'accélère un petit peu, 3D. Donc des œuvres qui sont assez importantes, qui viennent vraiment de l'esthétique du hip-hop américain, qui vont être même repérées dans le livre de Chalfant qui fait des photos un peu partout en Europe. 3D va apparaître dedans. Et puis, on pourrait le montrer vite fait quand même, parce que ça n'est pas trop long. Il va également apparaître dans un petit film que voilà. You're watching Channel 4. The muralists are the ones that get all the stuff like this, you know what I'm saying? Because in America, I'm like seen as the biggest vandal, you know. Hi. I'm Dave Patton. Steve Fields. We did the mural around the corner. Oh, yeah. You 3D. 3D. Yeah. Why are you doing this? Well, I've been doing it for years, you know, about 2.5 years, yeah. It was nothing to do with the hip-hop culture as it was then, you know. It was just like getting into it, messing about, and then it got a bit more serious. Right. And then everyone sort of grew up together, you know. Everyone started in different towns and everyone got to know each other, you know. And then We have a look at the work. Voilà, il vient vraiment de cette culture de la lettre, de l'écriture, ce qu'on appelle ça des writers. C'est pas tout à fait anodin, même si dans ce que je montre ici à ses débuts, on a un mélange comme le début du hip-hop non, juste monsieur. Peter a montré les débuts de ce film Wise Style, où on voit que, on l'a oublié un peu, mais les débuts de la culture hip-hop sont liés aux dessins animés, sont liés aux séries télé. Il y a des Snoopy, il y a des choses qui ont l'air tout à fait dépolitisées, qui ont l'air plutôt être de la culture qui circule horizontalement, sans hiérarchie aucune. Ça c'est assez intéressant à rappeler, parce que le fait de se faire remarquer, d'avoir des premiers articles dans des revues, parce que c'est vraiment le tout premier qui fait ça. On a un article assez incroyable où on le voit tout jeune devant ses fresques, et puis presque en train de sourire. C'est tout à fait exceptionnel. On le voit dans ce petit film qui s'appelle Bambine, puisqu'il y a une sorte d'inventaire. You're watching Channel 4. D'inventaire de ce que fait, de ce qu'organise Bristol, qui sera exposé il y a très peu de temps. On a cette exposition qui a eu lieu en 2021, qui montrait cette scène de Bristol, de ce qu'a initié 3D en peignant en extérieur des grandes fresques, et en continuellement jouant avec cette référence à la culture américaine. Alors la bascule, en fait, c'est simple, c'est que cette tension, quand on dit l'image qui travaille, enfin le travail de l'image, c'est tout simplement que le travail de 3D va devenir totalement transformé par son travail de pochoir, stencil. C'est-à-dire, il va exposer à Arnold Fini, pas d'image de cette exposition. J'ai mis une image de pochoir pour que tout le monde... je m'adresse à toutes les sortes, même à des musiciens, peut-être ils n'ont jamais vu de pochoir, je ne sais pas. Qu'est-ce que change le pochoir? Il change énormément de choses, et c'est là-dessus que je voudrais insister. Premièrement, il fait aller plus vite. Vous avez découpé les formes préalablement, vous n'avez qu'à les poser, vous pouvez fuir. Ce qui, dans une interview de Banksy, a l'air d'être une des raisons de l'utilisation par Banksy du pochoir. Il faut aller vite parce que vous allez vous faire arrêter. Il y a une deuxième chose qui devient intéressante et qu'on retrouve dans le travail de Robert Del Nadja, c'est une façon de jouer avec ses références cinématographiques. C'est-à-dire, si vous découpez, si je dois faire la tête de De Niro, il faut beaucoup de travail et d'application, même si je suis très doué avec un pochoir, ça prendra 3 secondes. Ça compte énormément. Ça va être une façon de construire des images reconnaissables par leur objet. Et enjeu très important qui va avec ma question de la tension entre l'anonymat et le signe,
je deviens beaucoup plus anonyme en prenant un pochoir. Tout simplement parce que je n'écris plus à la main, je recopie quelque chose. D'ailleurs, il y a une petite vanne de Banksy sur Blake le rat, puisque celui qui a fait du pochoir de rue bien avant ces deux-là, c'est Blake le rat, qui va utiliser des découpes de carton pour copier des rats un peu partout dans la ville et interagir avec la ville. Voilà, la dimension politique va se retrouver dans ce deuxième temps-là, deuxième partie. C'est-à-dire découper des images, les coller sur le mur, bomber, s'en aller. Banksy critique Blake le rat en disant qu'il y a quelque chose d'assez... Non, pardon, c'est Blake qui critique Banksy en disant « j'ai inventé le procédé et c'est un peu lourd que quelqu'un d'autre le reprenne ». C'est assez légitime de dire quelque chose comme ça, puisque il n'y a rien de plus anonyme qu'un pochoir, en fait. Si vous prenez une image et que vous la décalquez, j'aurais du mal à savoir si c'est monsieur ou monsieur qui l'a fait. Et le premier qui le fait a gagné, mais si tout le monde te suit, on peut faire facilement des faux Banksy. Et c'est sans doute un des enjeux de la difficulté à identifier ce personnage. C'est-à-dire qu'on peut faire circuler des pochoirs et passer d'un élément à un autre. On le voit sur un tout petit autre extrait qui est assez sympathique, où on voit le Del Nadja changer de façon de faire. Around graffiti, but had graffiti involved in the making of it, and that was, obviously a big influence in the concept of American style graffiti, but not of getting out and doing it, because we didn't know what it took to get out and do it. Right. And I went out with a guy to look out for me, and he started painting, but wasn't that interested. He was more into sort of coming out at me and getting the buzz from it. Then the Z-Boys started, and we had some rivalry. Then eventually, because we were the only two groups working, we sort of joined up and got arrested. Quelle trajectoire modifiée par quelque chose de très important. Ce passage au pochoir va changer totalement la façon de travailler de Shreddy, va changer totalement le résultat de ce qui est montré, va l'emmener vers quelque chose de l'ordre du signal publicitaire et de la recherche visuelle uniquement. C'est-à-dire on est passé de l'écriture à l'image. Et pour le dire d'une façon plus savante, l'écriture était déjà une image, elle est en train de passer du signe au signal. C'est-à-dire que quand j'ai une image comme celle-ci, c'est la même. C'est le même pochoir, il ne s'est pas foulé, mais c'est pas la même image et c'est pas le même résultat. Et c'est là que l'image est en train de travailler, en fait. Elle est en train de circuler d'un support à un autre, sans être tout à fait la même. Et c'est ce qui fait que, petite réserve sur le très beau travail de Robert Del Nadja, ça fait vraiment penser à du Jean-Michel Basquiat, puisqu'il va utiliser des signes. Basquiat va utiliser des voitures. Il y a trois périodes dans le travail de Basquiat, mais celle qui nous concerne, 81-82. Il sort de la rue et donc il va travailler sur des avions, sur des enfants, sur des choses qu'il voit dans la rue, et aussi beaucoup sur des squelettes. C'est-à-dire des symboles urbains qu'il va réutiliser et reproduire. Quand on est devant cette image de Robert Del Nadja, on a à la fois une image qui vient d'une photo, de l'écriture. Donc on pourrait penser qu'il y a le langage de la rue avec cette superposition, puisque vous luttez pour occuper l'espace urbain, mélangé à des symboles très simplifiés. Mais à des symboles très simplifiés, assumés tels que. On n'est plus du tout dans la première période et on est dans quelque chose qui me semble pas explicable par le terme collage, en fait. Il ne s'agit pas que de coller. Il s'agit de jouer avec des symboles qui sont politiques, qui vont parler à tout le monde. Vous reconnaissez l'Europe et cette question qui est au cœur de leur travail. Et le pochoir va se retrouver comme moyen de passer du signe au signal. C'est-à-dire que le signal, Mélissa Chemam a pris cette couverture et elle a bien analysé ce jeu de masque, en fait, ce jeu lié à l'histoire coloniale et aux images aussi, mais ce que je trouve intéressant, c'est que le pochoir permet de faire quelque chose qui est très très simple à lire, presque simpliste, et aussi un mélange qui vient de Basquiat, c'est que, vous voyez, les organes gris ont l'air d'être plaqués sur l'ensemble, alors que la bouche, les yeux ont l'air d'être peints et de faire partie du personnage. On passe continuellement d'une 2 dimensions à 3 dimensions. Il y a un jeu à l'intérieur de l'image
de superposition. On voit bien que la culture de rue l'a amené à jouer sur des fonds, on appelle ça des fonds actifs, c'est-à-dire il y a un peu du fouillis en dessous et on va coller par-dessus pour simplifier. Et on va laisser apparaître ce fond, c'est en ce sens-là qu'il est actif. On va avoir en même temps un jeu avec les symboles les plus simples qui vont permettre de communiquer avec l'autre. Ce qui fait que le travail dont on parle de l'image et ce passage de l'anonymat au signe nous ramène dans l'autre sens à mélanger les symboles, à mixer beaucoup de choses pour fabriquer cette pochette. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le punk, on est à la fois dans la superposition et en fait, par le texte sur le logo de sécurité, on neutralise l'image. Et d'un seul coup, cette image que je trouve un peu pauvre a pris un peu d'épaisseur. Et on peut, Del Nadja indique qu'il est beaucoup inspiré de la musique punk et donc de jouer sur l'objet qui est le disque. Et aussi, Peter l'a montré, des références préalables dans le punk d'albums juste précédents qui prouvent qu'il a juste piqué un symbole et qu'il l'a fait circuler. Si on regarde maintenant la pochette protection, on comprend que le jeu est un jeu avec ce qui précédait, avec la pochette d'avant et avec ce qui sera après. Et on a une espèce de travail de tout Robert Del Nadja au travers des pochettes de disques. Ce qui fait que cette question de la mise en image est intéressante, mais aussi, vous voyez, devant, derrière, hop, le losange va jouer, la flamme réapparaît, elle avait disparu derrière, elle est brûlée. On a une sorte d'archéologie de l'image qui se met en place, qui fait qu'il ne s'agit pas seulement de mixer les médias, ce que fait Del Nadja continuellement, mais aussi de mixer les symboles, de les mettre les uns sur les autres. Et donc cet anonymat du pochoir, du symbole, redevient politique parce qu'il s'adresse à beaucoup de gens. Alors la conclusion, c'est quand on bascule sur un chef-d'œuvre, parce que dans les histoires de pochettes de disques, là non plus, on n'a pas beaucoup de littérature en France sur ce sujet, ça intéresse assez peu de gens. Le processus d'artification commence par signer les pochettes, et alors assez souvent, si vous aimez ça, elles ne sont pas signées. Pourquoi est-ce que ce disque de 98 est montré comme le chef-d'œuvre de pochette? Alors finalement, on pourrait surtout retourner la question. Est-ce que quand Robert Del Nadja choisit de faire ça, il est en train de travailler avec des gens... voilà, il dit, nous étions en train un moment chrysalide, on était en train de transformer quelque chose. Il faut dire que le parcours du groupe est en transformation continuelle. Robert Del Nadja va prendre l'aide de 2 personnes extérieures, mais des professionnels... redoutablement important. Voilà, Tom Hingston qui vient du graphisme, qui, pour le dire d'une façon assez simple, dans ces années 90, fait du Photoshop avant tout le monde de très haut niveau. Voilà, excusez-moi du raccourci, mais il arrive à faire des choses invraisemblablement importantes. Voilà, Tom a commencé à travailler avec Nick avec des logiciels que peu de personnes maîtrisaient. Nick Knight qui fait l'image et dont Robert Del Nadja va choisir une photo de scarabée. Pour rappel, Nick Knight, c'est à la fois ces pochettes-là, ces pochettes-là, ces pochettes-là. Je veux dire quelque chose, un photographe qui travaille dans les années 90 au sommet de ce qui se fait dans les années 90. C'est le grand artiste. Et donc on pourrait penser, c'est pour ça que c'est ma dernière partie, c'est que est-ce que Robert, en s'adressant à des gens qui sont dans l'image chiadée à ce point-là, n'est pas en train de tuer quelque chose de la spontanéité de l'ensemble? Il y a une phrase de Tom Hingston qui est assez intéressante, c'est que le paysage musical était très coloré en Angleterre avec les Spice Girls et les boys bands. Nous voulions créer l'exact opposé de tout ça. La campagne se devait donc d'être monochrome, métallique, noire et blanche. Donc on peut être un grand professionnel de l'image pointu et fouillé, et en même temps comprendre, oui, s'il y a un rapport entre ce qu'a fait Nick Knight et cette pochette, c'est peut-être celle-ci, quand même visuellement, on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire une façon de simplifier l'image, et j'y reviens, j'ai annoncé la conclusion, de faire signe. C'est-à-dire qu'on voit d'abord un scarabée, puis on se rend compte que, parce que Del Nadja a montré les tests de Rorschach, et puis a surtout dit qu'il était fasciné par les araignées. Alors j'ai inversé l'image pour qu'on lise bien qu'on dirait un logo. Et en y allant un peu fort, on dirait vraiment un signe en fait. Et là, on n'est pas loin du travail de Robert Del Nadja depuis le début.
C'est-à-dire que même dans une image très très élaborée, très recherchée, donc un montage de structures métalliques qui fait que c'est le premier insecte robot, on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre du si. Alors la fin de cette histoire, on voit que le travail est continuellement raffiné dans ce que fait Massive Attack. La conclusion sur la pochette qui suit, c'est tout à fait spectaculaire. En 98 sort les singles, l'ensemble des singles sortis, et donc un travail de Robert Del Naja qui est à la fois autour du packaging, avec des moyens qu'il n'avait pas jusque-là, qui fait que le groupe bascule dans une reconnaissance vraiment importante. J'ai montré un emballage juste avant qui était fait avec Kingston aussi. Voilà, l'ensemble des peintures sont de Del Naja, donc il reprend quelque chose qui est plus à lui. Par contre, on est à la rencontre de son univers trash, improvisé, fait main, et le travail élaboré de Kingston dans ses singles pour quelque chose qui est une petite merveille de Signal, et que voilà. Okay. Very Je me suis filmé en train d'ouvrir le... looks quite old and loved. And there's a mark on it here. Quel suspense. L'encre se révèle en fonction de la chaleur de la main de celui qui la touche. Nous sommes revenus au Signal pur avec des moyens très très élaborés. On n'est plus dans la main pochoire qui avait tant plu depuis les hommes préhistoriques en passant par Picasso, c'est-à-dire la base d'une empreinte et d'un signe fait aux autres. C'est quand même la définition de l'art à première vue, c'est donner un signe aux autres. On est revenu à notre main qui a quand même un sparadrap, elle est un peu abîmée. Louis aussi d'ailleurs, il est raccord. Voilà, l'ensemble du travail de Robert Del Naja sur les images n'est pas une négation de son travail sur le graffiti. Alors on a des moyens encore plus impressionnants puisqu'ils vont réaliser une sculpture anthropomorphe en verre qu'ils vont faire exploser avec des balles de revolver. Il faut prendre ça en photo, donc on a quelque chose qui est très élaboré, très coûteux, et qui montre quelque chose qui a l'air tellement chiadé qu'on dirait pas quelque chose de l'esthétique de rue qui accompagne Naja. Ici, un peu plus avec une forme qui a l'air très simplifiée encore. Et ce qui m'intéresse sur cet album-là, le principe d'écriture qui est en bas, que vous devez ne pas tellement regarder, mais qui est un ensemble de logos qui fabriquent une écriture d'image et qu'on retrouve dans beaucoup de flyers. La dernier album sera un retour à la peinture vraiment comme la faisait Del Naja. La conclusion est simple, c'est que l'influence de ce travail de l'image et de l'image qui, anonyme, devenue Signal, va s'adresser au plus grand nombre. C'est l'image au travail, c'est un terme de Dick Ebditch qui a inventé un peu les visual studies, c'est-à-dire quand je m'habille d'une certaine façon, quand je copie les vêtements de punk de Grégoire, je suis en train de faire circuler une image entre nous, et puis quand Mathieu continue ou décale l'ensemble, les Anglais sont beaucoup intéressés depuis les années 70 à cette façon dont la culture populaire fonctionne en fait. L'art n'est plus une création qui vient de nulle part, elle est un travail continu d'échange et d'interaction entre l'ensemble. Portishead va être influencé juste après ça par l'esthétisation de l'ensemble. La conclusion est facile à trouver. Juste après eux, quelqu'un qui va, Damon Albarn, qui est un ami fort, va inventer un groupe qui n'existe pas. Donc une façon, par l'esthétique, de dire autre chose que juste je ou juste nous, c'est-à-dire quelque chose qui est pour tout le monde mais en restant anonyme. Voilà une espèce de tension de l'image entre les deux, et la conclusion la plus incroyable de cette découverte, c'est que le personnage que voici s'appelle 2D, un hommage direct à 3D. Je vous remercie.